Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Ce soir, nous sommes en présence de Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir Anne-Laure, bonsoir tout le monde. Alors, je suis ravie de t'accueillir ce soir pour une conférence fort intéressante, Matriarcat, Patriarcat, des enjeux ancestraux à l'œuvre dans nos couples. Alors, pour te présenter, Thomas, tu es praticien et chercheur en bioénergétique, géobiologie et auteur. Tu as exercé le métier d'ingénieur durant la première partie de ta vie active, puis tu t'es formé à la médecine énergétique, à la médiumnité, au chamanisme, à la bioénergétique, à la géobiologie, et ton parcours a pris une nouvelle direction, en fait, il y a 20 ans. Et ton esprit curieux t'a emmené à découvrir de nombreux aspects liés au monde invisible et énergétique et à développer plusieurs approches novatrices, dont le décodage bioénergétique et la libération des mémoires tissulaires. Et aujourd'hui, tu tiens beaucoup à transmettre en fait tes connaissances et tes découvertes, d'où effectivement ton intervention de ce soir qui n'est pas la première sur Académie Nouvelle Vie. Et le titre de ta conférence est Matriarcat, Patriarcat, des enjeux ancestraux à l'œuvre dans nos couples. Alors pour reprendre ton texte, un couple qui dure aujourd'hui, c'est permettre l'un à l'autre d'exister avec ses différences. Et ce serait beaucoup plus simple si nous ne subissions pas les points de vue ancestraux véhiculés par les arbres familiaux respectifs et nos vies antérieures sur la vie à deux et le rôle respectif de la femme et de l'homme. Alors que les couples parfaits sont peut-être aussi nombreux que les méditants qui ont atteint le nirvana, j'aime beaucoup cette expression, ni la place dans la société ni la place dans la lignée n'est identique pour l'un et pour l'autre. Et dans ce webinaire, tu vas nous présenter comment des enjeux de pouvoir vont se glisser dans nos couples à notre insu, comment le masculin et le féminin dévoyé cherchent à prendre le pouvoir à travers les générations suivantes, comment repérer ces enjeux et les modes de transmission au-delà des générations, et surtout, sans trop de prétention, comment faire mieux que nos parents et nos grands-parents. Voilà, un vaste sujet ce soir que tu vas aborder et nous partager. Peut-être que tu veux compléter en fait ta présentation avant de commencer le cœur de ta conférence. Je te laisse la parole. Merci Anne-Laure. Donc, peut-être la première chose que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas du tout un connaisseur des histoires de patriarcat et matriarcat. Il y a des pavés, il y a beaucoup, c'est-à-dire ce sont des domaines sans fin qu'on peut étudier, l'arrivée du patriarcat, comment il s'est propagé dans le temps, qui c'est qu'il a installé sur Terre, etc. Il y a beaucoup à dire. En fait, c'est pas par ce biais-là que je viens. À un certain moment, j'étais obligé de comprendre un peu plus parce que mon approche, elle commence par l'observation. Donc, j'observe peut-être le premier endroit où j'ai pu observer vraiment les problématiques ancestrales, c'est dans mon propre couple. Et c'est là que vraiment j'ai saisi l'ampleur de l'enjeu, heu, de peut-être aussi parce que j'ai choisi une partenaire qui a véhiculé un un passé qui était très un passé qui véhiculait un passé aussi qui est lié au matriarcat. Moi, je véhicule un passé qui est beaucoup à travers ma famille, à travers mes propres vies intérieures, je véhicule quelque chose qui est très basé sur le patriarcat et boum. Euh, et pourtant, chaque génération voudrait, je dis bien que c'est un vœu, créer des couples, avoir des enfants, être heureux, avoir de l'équilibre, avoir du respect l'un pour l'autre. Et puis la réalité, elle est peut-être pas aussi simple que cela. Peut-être que les enjeux sont très différents d'une génération à l'autre. Du côté de nos parents, aux grands-parents, les enjeux étaient peut-être liés à la guerre, à sortir la guerre, avoir nouveau un niveau de vie suffisant, et on passait sous le tapis toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, il y a d'autres aspects qui sont sur le devant, qui touche à la communication, à l'équilibre dans le couple, à la place de chacun, au respect mutuel. Que- donc, c'est vraiment
voir comment ce sujet, le respect mutuel, la place de l'un et de l'autre, on peut le regarder chez soi, puis on peut le regarder dans les arbres familiaux respectifs. Donc, nous ne partons jamais quelque part depuis zéro, même si on peut dire bah, chaque couple est une nouvelle histoire. Il y a toujours des aspects ancestraux qui s'en mêlent, tout simplement parce que chacun il a sa propre conception de du couple, de sa place qu'il voudra avoir dans le couple. Chacun a sa propre conception de l'épanouissement. Et puis, chacun a la propre conception de comment est-ce qu'on gère les différends, les conflits, les crises. Ça, vraiment, nous sommes tous différents. Donc, c'est un jeu qui se décline sous des millions de manières, selon des millions de manières différentes. Dans chaque couple, il y a des problèmes, des petits soucis bien spécifiques, et aussi ce qui fonctionne, ce qui fait que le couple tient et qui continue à travers le temps, le ciment. Alors, le ciment aussi, c'est encore autre chose. Est-ce que ce ciment comment, de quoi il est fait? Il est fait de l'obligation de rester ensemble. Est-ce que ce ciment, c'est fait juste d'un désir de cheminer ensemble? Est-ce que c'est fait de loyauté par rapport à des histoires? Autrefois, c'était des, des engagements face à une communauté religieuse, le lien indissoluble. Aujourd'hui, cela a tendance à disparaître, mais comme toujours, l'ancestral, il est à l'œuvre et puis il a sa propre idée du couple qui dure. Donc, on se retrouve aussi avec ce genre d'histoire dans les couples. Donc, je fais un petit peu un voyage à travers à travers un peu les aspects que nous allons regarder de plus près dans un instant. Euh, donc, il y a le couple, comment il s'est formé, comment il se scelle, est-ce qu'il peut se déceler, est-ce qu'il est libre? Parce qu'en fait, on peut aussi dire que couple devrait se remarier toutes les années. Il devrait faire une fête et faire un contrat renouvelable toutes les années, c'est aussi possible. Bon, on n'y est pas, mais on pourrait tout à fait envisager cela. Un couple, c'est dans l'ancien temps, il avait une fonction. Peut-être aujourd'hui, il a toujours une fonction. Cette fonction, elle se modifie à travers le temps. Aujourd'hui, avec la possibilité de divorcer, ça change beaucoup la donnée, puisque autrefois, le couple était une continuité de quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui patrimoine, ou dans des civilisations matrimoniales, ce serait le matrimoine, c'est-à-dire des biens, des terres, un domaine qu'il s'agit de gérer, de passer à la génération suivante. Donc, ces considérations jouaient un rôle, et aujourd'hui, même s'il n'y a pas concrètement de domaine à transmettre, l'ancestral est toujours là, avec la fameuse question comment l'arbre généalogique, ou parfois encore d'autres choses qui jouent, on verra ça plus tard, fait-il pour garantir que, quelque part, que ce couple soit, tienne ensemble, colle, même si cette colle contient beaucoup, finalement, va générer beaucoup de souffrance de part et d'autre. Voilà, peut-être j'ai fait un premier tour, c'est peut-être décousu, mais on va prendre un sujet après l'autre. Peut-être j'en ai oublié, ça viendra au fur et à mesure que on avance. Le premier aspect, c'est celui du patrimoine, que je vais considérer un petit peu. Dans le patrimoine, ou l'idée même de la terre à transmettre, ça vient en fait d'il y a peut-être plus de 10 000, peut-être 15 000 ans, il y a 15 000 ans, où
les premiers, les premières villages humains se sont formés ou qui ont commencé à cultiver des céréales, ça date vraiment d'il y a, voilà, peut-être il y a 10, 11, 12 000 ans, peut-être aussi la date où on a observé les premiers villages. Elle recule quasi toutes les années, elle recule cette date parce qu'on fait de nouvelles trouvailles archéologiques, mais c'est à ce moment-là dans l'histoire que l'homme s'est sédentarisé. Et avec la sédentarisation viennent de nouveaux problèmes, c'est-à-dire il y a la possession. Et la possession, elle va se répercuter à travers les familles. On possède quelque chose, on ne possède rien. Quand on possède, on gère ce qu'on possède, et quand on ne possède rien, on gère la pauvreté, on gère la survie. C'est deux aspects bien différents. Est-ce que déjà on peut se regarder, on peut regarder son propre arbre familial et se poser cette première grande question, est-ce que mon arbre familial gère la possession ou est-ce qu'il gère la survie? Hein. Et parfois aussi, les histoires peuvent être très différentes d'un arbre à l'autre, c'est-à-dire l'arbre du masculin et l'arbre du féminin peut avoir une histoire différente. Ah, je connais finalement pas tant de couples que ça. C'est-à-dire, j'ai pas fait une étude sur des milliers de couples, ça n'a pas été donné, mais suffisamment de couples pour oser en parler en public, tout de même. Donc, il y a des points de vue très ancestraux sur la, euh, la passation de la possession et de ce qui est nécessaire pour passer ce patrimoine avec fiabilité. Et voilà, ça c'est la première chose qui découle du patrimoine passation. Ensuite, dans la passation du patrimoine, la femme peut être vue, en tout cas dans une vision qui est très féodale, que les rois avaient, c'est-à-dire soit elle apporte une dot importante, ou alors on fait le choix stratégique de lier des familles ensemble pour créer des liens entre les richesses. Donc ça, c'est dans le passé, c'est des considérations sur ce que devrait être la future partenaire du jeune homme pour qu'elle soit acceptée par la famille. Donc il y a des histoires d'acceptation ou de non-acceptation dans l'arbre familial de l'épouse de l'homme. Alors, ça, c'est un élément. Et moi, j'ai vécu dans ma propre histoire cette histoire d'acceptation, puisque je me suis marié 2 fois. J'ai vécu 2 versions de cette histoire, une fois acceptée, une fois non acceptée. C'était très intéressant de voir la différence. Ah, maintenant, qu'y a-t-il encore d'autre à dire sur ce patrimoine? Eh bien, heu, c'est le rôle de la femme là-dedans. Est-ce que cette femme, quelle est son activité? À quoi sert-elle? Et là, ça dépend beaucoup, si c'est dans le monde agricole, la femme joue un immense rôle. Si c'est dans le monde féodal ou dans le monde bourgeois, la femme est plutôt, entre guillemets, un peu décorative. Bien sûr qu'elle est là pour faire les enfants, mais les enfants aussi font partie un peu on peut dire de ce qui du cliché, c'est-à-dire de la famille, elle doit avoir des enfants, donc la femme aura des enfants, puis la femme devra faire bonne figure, elle est, elle est entièrement au service, on peut dire, de la lignée euh, paternelle. Alors, je dis bien dans la vision ancestrale.
Et puis aujourd'hui, on est bien, on cherche à fonctionner. C'est évident qu'on cherche à fonctionner différemment, mais voilà, comment est-ce que dans les anciens temps, on s'assurait, c'est-à-dire on s'assurait que l'arbre familial conserve le domaine, puisse propager à travers le temps des biens et des coutumes et des traditions. Et voilà. Alors ça, c'est la tradition familiale. Et la tradition familiale, elle a aussi quelque chose à faire avec les archétypes transgénérationnels, c'est-à-dire l'héritage inconscient qui se transmet d'une génération à l'autre. Donc, je n'ai amplement déjà parlé à d'autres occasions, les archétypes transgénérationnels véhiculent des schémas, des modes de pensée, des modes de faire, des pratiques, des manières de percevoir l'environnement, d'agir, de réagir à certaines situations, et elles programment certains aspects de notre vie, ou même de nombreux aspects de la vie, à notre insu. Donc, le transgénérationnel est aussi à l'œuvre dans nos manières d'agir dans le couple, autant pour l'homme que pour la femme. Les schémas classiques dans le monde du patriarcal, c'est que vous avez un patrimoine qui est géré par l'homme et vous avez une femme qui essaye de trouver sa place là-dedans. Et aujourd'hui, avec un monde qui change, disons, il a peut-être commencé à changer pendant la Première Guerre mondiale, où les hommes sont partis à la guerre et les femmes ont quelque part assuré la survie de la famille, et elles ont commencé à découvrir qu'elles étaient capables de faire bien plus que le patriarcat leur accordait. Elles ont commencé à se libérer et ça a beaucoup modifié la donne. Après la Première Guerre, il fallait revoir le fonctionnement du couple, des tâches, parce que tout à coup, la femme a pris une assurance, une certaine assurance, et les rôles allaient commencer de changer. Ça n'a pas cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on n'accepterait plus personne n'accepterait de vivre des situations telles qu'elles ont été vécues au 19e siècle. Ce serait impensable. Euh, mais pourquoi? C'est là qu'il y a une confrontation. D'un côté, le transgénérationnel véhicule des modes de pensée, et dans la réalité, on se trouve confronté à un monde qui a changé. Et inévitablement, cela provoque un clash dans le couple. Hein. L'homme qui est considéré vieux jeu, qui n'arrive pas quelque part à faire confiance à la femme, à sa place, lui donner le soutien dont elle aurait besoin pour ses activités. À la rigueur même, il est capable de saboter sa carrière professionnelle. Voilà, vous avez aussi des modèles inverses, mais je montre là juste un peu un exemple de modèle patriarcal que je connais bien et que j'ai vu aussi ailleurs. Donc, là, l'homme qui joue son vieux rôle, pas parce que il le veut, c'est parce que à travers lui, l'arbre généalogique continue d'appliquer une recette qui a fonctionné pendant des centaines, des siècles. Et aujourd'hui, dans un monde qui est en mutation extrêmement rapide, ces recettes, comme je les appelle ancestrales, eh bien, provoquent des gros problèmes, provoquent des conflits de couple, parce que l'homme qui est censé être l'élément stable, eh bien, il est un frein à la dynamique. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque beaucoup de couples se séparent tout simplement parce que la femme, elle a besoin, elle est plus dans la dynamique, alors que l'homme est transgénérationnellement lié à la transmission du patrimoine. Ça, c'est une compréhension qui
qui m'a été précieuse sur mon propre chemin, de savoir en quoi je devais absolument faire ceci ou cela en vertu de... Enfin, il y avait des histoires anciennes qui se jouaient à travers moi. Et à travers la femme se jouent des histoires de soumission, de tenir bien tranquille, d'accepter son rôle de subordonné, d'avoir pas accès aux informations. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi, qui sont aussi transgénérationnellement programmées. Ah, la même chose, la, le rôle de développer un développement du rôle de la femme implique qu'elle s'intéresse un peu à l'histoire de son arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Quels sont les schémas? Pas dans une vision de, de, euh, euh, de voir ce qui va pas dans l'arbre, mais d'essayer de connecter à une sorte d'unité, s'il y en a une. Savoir qu'est-ce qui fait le fil conducteur de mon arbre. Est-ce que ce fil conducteur, il m'amène où? Est-ce qu'il m'amène où? C'est-à-dire, il peut m'amener vers des histoires de, justement de propriétaires terriens, de familles d'industriels, peut m'amener vers la noblesse, il peut m'amener vers le prolétariat, des personnes qui n'ont jamais rien eu, le fait d'être toujours au service des autres. Il y a beaucoup voilà, le fil conducteur est extrêmement intéressant à observer pour savoir un petit peu quel est le programme que nous risquons d'être amenés à jouer. Ça pourrait faire exactement le pendant pour, pour la transmission du côté féminin. Simplement, elle est peut-être un peu moins virulente, elle est moins dure, elle est plus subtile du côté des femmes. Elle est beaucoup plus dure du côté masculin. En tout cas, ce que j'ai pu observer. Maintenant, il y a un autre aspect que j'ai besoin de toucher. C'est que dans le passé, il y avait déjà de la souffrance dans les couples. Ça existait déjà. Même il y a 2000 ans, eh bien, les couples n'étaient pas parfaits non plus. Et il y avait bien des histoires, des, des histoires de couples où ça, la place de la femme était vraiment tellement minable et misérable. Il suffit de savoir que, par exemple, chez les Romains, eh bien, la femme c'était presque une chose. Et l'être de la femme, dans certaines civilisations, a été gravement maltraité. Et dans certaines situations, cela produit ce que j'appelle une autosabotrice. Ça mérite que je l'explique parce que c'est très, très fréquent, hélas. Et c'est souvent féminin. C'est beaucoup moins souvent que c'est quelqu'un qui est un autosaboteur. Ça arrive aussi, mais les autosabotrices sont bien plus fréquentes. Quand il y a une situation où la femme se trouve gravement maltraitée dans sa relation de couple, elle développe une quantité de frustration énorme et elle développe une haine de l'homme. Quand elle décède, cette partie frustrée qui a développé la haine de l'homme, elle ne va pas pouvoir se dissoudre. Elle reste dans l'espace comme ce qu'on appelle une âme en peine, ou moi j'appelle ça une entité désincarnée. Avec une problématique particulière, c'est qu'elle va chercher à continuer d'agir
dans les incarnations suivantes de la même personne. C'est-à-dire, une femme aujourd'hui peut se trouver avec dans son champ une toute vieille histoire d'une de ses incarnations qui a mal tourné et où il y a eu frustration, haine de l'homme qui se sont constitués et qui, à chaque incarnation, euh, a été nourrie, c'est-à-dire cette entité a été renourrie par de la frustration, renourrie par de la haine, et à travers les incarnations, ça devient quelque chose qu'on appelle un démon, c'est-à-dire une entité démoniaque. Cette entité démoniaque peut se réveiller dans les confrontations, dans les confrontations de couple et venir mettre en danger le couple de manière très grave parce qu'elle va fausser la relation avec son problème qui date à la rigueur de l'an 0 ou bien peut-être même avant notre ère, avec son problème face à l'homme et sa frustration qu'elle a, qui s'est multipliée à travers le temps, elle va venir l'injecter dans le présent. Et si on n'est pas alerte, si on n'est pas attentif à ça, cette haine et cette frustration va casser le couple, inévitablement. Donc, c'est une chose, c'est-à-dire ces autosabotrices ou ces entités démoniaques, je n'ai vu un grand nombre déjà. Donc, je sais que c'est fréquent et je sais que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont été femmes il y a 2000 ans. C'est-à-dire après, il y a des histoires de savoir comment se passent les changements de sexe à travers les temps. Peut-être, je vais juste pouvoir en dire un mot aussi. C'est que il y a des femmes qui, pendant de nombreuses incarnations, s'incarnent toujours en femmes, eh bien, ils vont retrouver cette partie, ils vont la retrouver, et puis elle va se mêler du couple et ça cause des problèmes. Euh, donc, je, nous sommes à un moment important de l'évolution humaine parce que les humains commencent à réaliser que certaines histoires ancestrales biaisent le présent. Pas seulement moi, je ne suis pas le seul à m'intéresser à ces aspects, beaucoup d'autres personnes s'intéressent aussi à cela. Euh, donc, cette partie-là, elle est, elle peut jouer un énorme rôle euh, parce qu'elle vient briser euh, un couple qui, s'il n'y avait pas ça, ben, euh, pourrait évoluer différemment. Donc ça, c'est l'aspect des sabotrices. Je reviendrai là-dessus, je répondrai aussi peut-être à des questions, ça mérite peut-être d'être bien expliqué. Euh, et surtout de savoir comment on repère, comment on les repère, qu'est-ce qu'on fait, ça vaut la peine d'investir là-dessus. Un autre aspect dont je voudrais parler, c'est des histoires de magie. Aujourd'hui, on se dit, c'est les histoires de magie, c'est du passé, nous sommes au XXIe siècle, la magie, eh bien, détrompez-vous, détrompez-vous. La magie est là dans beaucoup de situations. J'en ai parlé dans le webinaire il y a du 10 mars, pour ceux qui s'intéressent, j'en ai amplement parlé, c'était le sujet. Là, j'en dirai juste quelques mots relatifs aux histoires de couple. Les unions, dans d'anciens temps, ont parfois été scellées avec la magie, et ce qui a aussi été scellé, ce sont des rôles, euh, ce sont des rôles dans le couple. Typiquement, ce que fait la femme ou ce que fait l'homme a été scellé par des rituels. Donc, si aujourd'hui
on veut, par exemple, dans un couple où il y a un rituel dans le passé qui a, quelque part, sceller un peu un rôle d'exécutante à la femme, c'est-à-dire de, entre guillemets, de décoratrice, ou un rôle où elle est juste là pour la famille, pour faire fonctionner la maison bourgeoise ou maison de nobles, pour la faire fonctionner. Eh bien, si ça a été scellé par des histoires de magie, eh bien, ça va se retrouver. Et la femme aura beaucoup de problèmes à développer sa carrière professionnelle dans ce contexte-là, parce qu'il est saboté. Donc, ça, j'ai vu, il peut aussi avoir l'inverse, c'est que c'est la carrière de l'homme qui est sabotée par la femme. Parce que finalement, la femme peut très bien prendre du pouvoir dans le couple en recourant à des histoires, à de la magie. Celle-ci va durer dans le temps et empêcher l'homme dans le couple à trouver sa place. Il va trouver des petits jobs, il va se faire envoyer, il pourra jamais développer sa carrière parce que, et à travers le couple, sa position est celui de est, est celui du de l'inférieur par rapport à la femme, puisque la femme a pris son pouvoir, mais à travers la magie. Euh, Parfois, j'ai juste un peu une inquiétude de trouver les bons mots pour exprimer des choses un peu d'une manière spontanée. Je ne me suis pas vraiment préparé pendant des heures à ce webinaire pour préparer ce que j'allais dire. Ça vient d'une manière très spontanée, même si les sujets, je les connais bien. Donc, vous avez l'utilisation de part et d'autre de systèmes de magie qui ont des fins différentes. Donc ça aussi, on peut se poser la question dans le cadre d'un couple, est-ce que, euh, est-ce que ceci, est-ce que les problèmes peuvent venir de ce genre d'histoire? Donc, le regard que nous aurons sur l'arbre familial est complètement déterminant, et pouvoir développer ce regard et en faire quelque chose, ce sera le sujet de l'atelier qui va suivre. Et pour présenter cet atelier, je repasse la parole à Anne-Laure qui va vous en dire plus. Sur le contenu, je veux bien que tu nous parles du contenu, mais sur la date, ça sera le lundi 6 juin. Donc le titre de ton atelier, c'est Matriarcat, Patriarcat, réduire les enjeux ancestraux destructeurs à l'œuvre dans nos couples. Je sais que dans cet atelier, tu vas partager comment identifier les rôles attribués à chacun dans le couple par l'arbre généalogique de son partenaire. Donc cette première identification et comment modifier ou annuler ces rôles. Je ne sais pas comment justement quels outils tu vas utiliser, ça, si tu pourras détailler. Comment identifier les saboteurs, comment se pacifier avec son propre choix de s'incarner en tant qu'homme ou en tant que femme, comment repérer l'ancrage de conflits potentiels dans ces incarnations antérieures dont tu viens de parler, et faire mieux plutôt qu'à chercher à faire la perfection, pour reprendre effectivement des termes. Donc cet atelier aura lieu lundi 6 juin, donc 2022 à 20h, bien sûr, comme tous les ateliers sur l'Académie Nouvelle Vie, vous pouvez y souscrire à tout moment. Voilà. Je vous publie l'offre dans le chat, donc ça y est, ça c'est fait. Et puis, donc pour s'inscrire, vous avez juste à cliquer maintenant sur le bouton «Je profite de l'offre» dans le chat, et un onglet ou une nouvelle fenêtre donc s'ouvre sur la page, et vous avez donc tout le détail de cette offre. Et pour les personnes qui regardent en replay que vous aurez d'ici 24 à 48 heures, l'offre est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif, cette fois sous la vidéo. Voilà pour le les aspects techniques, mais peut-être effectivement tu peux en dire plus? Ah, oui, j'essaye d'en dire plus. Sur le contenu de Sur le voilà, contenu. comment ça va se passer en fait? Oui. J'ai parlé très généralement des problématiques qu'on retrouve dans les couples.
Maintenant, certaines personnes ou certains participants à ce webinaire, ils vont se reconnaître dans ce que j'ai dit. Puis on a dit, bah, moi je me reconnais là-dedans, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais plus loin? Euh, et c'est exactement ça que je vais faire. Comment aller plus loin? Comment je peux aller plus loin dans l'identification et qu'est-ce que je peux résoudre moi-même? Parce que je suis honnête, je veux dire certaines choses, vous pouvez les résoudre à vous-même et je vous partagerai des outils pour les résoudre. Et puis d'autres trucs un peu plus rudes, bah, je dirais, bah non, voilà, les limites du do it yourself, fais-le toi-même, il y en a aussi tout simplement parce que quand on est en présence d'histoires de démons, il y a une petite technique. Mais je vous la donne, cette technique. Je vous montrerai de ça parce que c'est mon rôle de partager, même si c'est en espérant que certains, grâce à mes indications, ben, ils ont une réussite et c'est ça qui m'importe, c'est de partager un maximum de mes connaissances et qui vont servir à certains d'entre vous pour aller plus loin et pour eux-mêmes, mais peut-être aussi dans leur pratique professionnelle s'ils sont thérapeutes ou énergéticiens. Et par voie de cause à effet, donc quand on œuvre pour soi, on œuvre aussi pour les ascendants et pour les descendants. Mmh. Et c'est un sacré travail, effectivement. Est-ce que tu veux que je prenne quelques questions? Très volontiers, oui. Alors, ou plutôt des témoignages ou voilà, des commentaires des personnes qui ont bien voulu interagir avec nous dans le chat. Valérie qui dit: «Je me retrouve dans la soumission et dans la haine matriarcale de l'homme». Mmh. D'accord. Nicolas qui dit: «Nous sommes en 2022, les réseaux ont bougé en 2020. Il me semble que nous ne sommes plus dans les schémas que vous décrivez et que nous devons accéder justement à une conscience qui nous permette surtout à nos enfants de briser les chaînes du transgénérationnel, de comportements de maladie, de trauma». Mmh. J'aimerais répondre à Nicolas. Bien sûr. Ah, ça, c'est l'idéal. C'est quelque part cet idéal, il est diffusé, ça y est, vous êtes dans une nouvelle énergie, tout, le passé n'existe plus. Et bien la réalité à laquelle moi, c'est ma pratique parce qu'on me consulte aussi pour des problématiques de couple, mais la réalité que je rencontre à travers ma pratique, c'est des histoires ancestrales qui sont là tant qu'ils sont pas résolus, ils sont en train de nous créer des embûches, vraiment et parfois très graves. Donc, on a beau croire, être persuadé que nous sommes dans une énergie nouvelle, hein, mais je crois que pour accéder pleinement à cette énergie nouvelle, il ne faut pas fermer les yeux sur l'ancestral qui est continu. C'est une programmation. Vous, vous avez tous un ordinateur, vous savez qu'il est programmé, et même si ce qui se déroule est merveilleux, ben, quand le programme il foire parce que c'est un vieux programme, vous êtes obligé de faire une mise à jour. Eh bien, il y a des mises à jour à faire sur la manière sur des histoires anciennes. Oui, j'en suis persuadé. Et c'est la raison même de cet atelier, c'est de parler de ce qu'il faut amener à la lumière. Parce qu'en fait, la conscience va amener la lumière, les problématiques ancestrales pour les transformer. C'est pas pour continuer de les véhiculer, c'est pour les transformer, voire les dissoudre définitivement. C'est ça, pour que le futur puisse se dérouler sans le plomb dont nous sommes des héritiers. Et récupérer le précieux héritage aussi, le legs généreux que l'on ne voit pas forcément effectivement quand on fait ce travail parce qu'on se dit: «Ouh là là, j'ai récupéré tout ça dans ma mémoire cellulaire». Mais il y a derrière aussi un héritage parce que pour moi effectivement on a énormément de mémoire, heu, inconsciente au-delà des conditionnements et des croyances, heu, l'historique de nos ancêtres effectivement que l'on porte, hein. Mmh. Et je crois que notre environnement extérieur, ce que l'on peut vivre chacun dans nos domaines de vie respectifs, la santé, le travail, les relations amoureuses bien sûr, les relations amicales, les relations en famille forcément avec nos enfants, elles sont juste le reflet de où j'en suis justement dans ce cheminement-là, d'individualisation. Mmh. Sam qui dit: «Est-il vraiment possible de sortir de ce contexte où programmation ancestrale si les vécus sont répétitifs?»
Justement, ouais, ouais. Hem, c'est, quand j'ai fait des constellations familiales, j'ai servi de, dans le cadre de constellations familiales, je me suis quasi mis au service pour, comme figurant pour, dénouer des histoires. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, par exemple, les constellations familiales pouvaient voir le répétitif ne formait pas une réponse à cela. Donc, ça a été aussi une des choses auxquelles je me suis intéressé de beaucoup plus près. Comment est-ce qu'on peut mettre fin au système répétitif? Donc j'ai une technique pour cela, je la partagerai une fois de plus dans mon atelier qui sera du 6 juin, c'est certain. Nicolas qui dit: «Vivons donc nous juste le présent». Ce serait trop beau, mais le présent, en fait, c'est un sandwich entre le passé et le futur. Et certains disent, d'une certaine manière, que le futur existe déjà et que, bon, le passé, bon, on sait qu'il existe, donc nous sommes quelque part en train de porter ce flambeau entre le passé et le futur. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus... mettons tout l'amour, toute notre conscience pour que ce futur porte des embryons de, quelque part, il soit le fruit de ce que nous faisons maintenant. Voilà, peut-être ça a toujours été, toutes les générations, ça a été comme ça. Euh, Maintenant, peut-être encore à plus forte raison, parce que nous sommes conscients devenons beaucoup plus conscients, on sort un peu des enjeux de religion, parce qu'on peut aborder plein de choses justement, sans ces enjeux religieux. Il ne s'agit pas de sauver notre âme, d'aller au paradis et tout ça. Il s'agit de trouver c'est-à-dire de développer un futur, c'est-à-dire de se dire comment nos enfants vont-ils vivre dans d'une, deux, trois, quatre générations? Est-ce qu'ils vont bénéficier des fruits de notre travail aujourd'hui? Voilà, comme je vois un petit peu les choses. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Alors, peut-être une chose aussi que je tiens pour compléter un peu ce que j'avais envie de présenter ce soir, dans ce webinaire, il y a l'histoire de l'idée de s'incarner en tant qu'homme et femme. Est-ce que c'est déterminé ou est-ce que c'est un choix de l'être, c'est-à-dire d'endosser l'un ou l'autre de ces rôles? Est-ce que je peux changer d'une vie à l'autre, d'une incarnation à l'autre? Est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux décider comme à l'incarnation suivante, je serai féminine dans le sexe féminin, et puis après nous dans le masculin? Est-ce que je peux choisir cela? J'ai fait beaucoup de lectures, de ce que j'appelle le fil rouge, à travers les incarnations, pour me rendre compte qu'en fait, certains êtres, ils avaient cette liberté de choisir, ils se donnaient cette liberté, et d'autres ne la voyaient pas. Probablement tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pris conscience que leur âme a la possibilité de choisir. Je considère toujours que nous sommes vraiment libres à un certain moment de choisir ce que nous voulons expérimenter d'une certaine manière. Et, quand, et à ce moment-là, il s'agit d'accepter que notre chemin d'évolution passe par là. Si je suis dans le sexe masculin, c'est que mon expérience de la vie passe à travers une expérience d'homme. Et dans le rôle de l'homme, et puis je vais attirer l'arbre généalogique absolument idéal pour être lié à l'homme, au programme de l'homme à travers les gènes et à travers le transgénérationnel. La même chose pour une femme. Simplement, c'est que le rôle
à travers le temps, le rôle de l'homme et le rôle de la femme n'ont pas été les mêmes. Au XIIe siècle, au XIVe siècle, ou chez les Romains, ou tout, le rôle de la femme a toujours été différent. Et j'ai même observé que certains êtres, ils ont choisi de s'incarner en femme pour développer leur aspect de don, leur aspect de générosité, leur aspect introspection, l'aspect sensible au monde dans le sexe féminin, et ils ont choisi de chercher à agir sur le monde par des professions telles que architectes, que constructeurs, artisans et tout, agir sur la matière dans le sexe masculin. Nous sommes d'une certaine manière toujours héritiers d'une telle vision parce que dans la tradition, l'homme-femme s'occupe du foyer et puis l'homme, il va travailler dehors. Comme je dis, ce modèle est en train de s'effriter, mais nous sommes toujours, beaucoup d'entre nous sont toujours en train de le porter. Mais j'ai bien dit que ça relève aussi du choix de l'être, de passer à travers. Et s'il y a quelque chose à comprendre, c'est-à-dire si ce programme n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire pour une femme qui arrive dans le programme femme et ce programme femme ne lui convient pas. La même chose pour un homme qui pourrait choisir le programme homme et puis il se trouve qu'il est confronté à beaucoup des comportements rudes, peu respectueux, et tout. Il se dit, mais attends, qu'est-ce que je fais parmi les hommes? On peut se poser la question. Donc, c'est quand on a un travail de conscience par rapport à ce qu'on voudrait. On voudrait que la place de l'homme devienne la place de l'homme. Une femme a une responsabilité de ce qu'elle voudrait qu'une femme devienne. Ça touche aussi à la problème de l'égalité qui n'est pas du tout, qui n'est pas encore mise à place. C'est-à-dire, on n'est toujours pas considérés comme entièrement égaux. Suivant les pays, il y a des grandes disparités. La loi, par exemple, sur les héritages, c'est tout, n'accorde pas les mêmes droits aux hommes, aux femmes. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait plus de justice, plus d'égalité, plus dans, euh, notre société, dans ce qui est mis en place. Mais ça ne peut se faire que lorsque les êtres ont fait un travail, les êtres que nous sommes, avons fait ce travail euh, de comprendre nos propres choix et de savoir pourquoi nous aspirons à une meilleure position de la femme quand on est incarné en tant que femme et pourquoi l'homme aspire à, par exemple pour un homme, à développer sa sensibilité. C'est quelque chose qui fait qui va être mis un petit peu au banc des autres hommes, considère que ça c'est féminin et tout. Moi, je me suis toujours trouvé tout seul dans de nombreux séminaires avec 10 femmes et un seul homme. C'est un peu l'habitude, me pose des questions, mais attends, où est l'homme sensible qui développe des aspects que traditionnellement il n'est pas censé développer. Bon, voilà encore un sujet qui me tient à cœur, c'est c'est développer la propre conscience du choix du sexe et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on voudrait que euh, comment on voudrait que la place de l'homme évolue, comment on voudrait que la place de la femme évolue dans notre société. Je ne sais pas s'il y a des questions encore par rapport à Oui, ça. alors Nathalie, qui te connaît, qui dit bonsoir, j'ai fait le fil rouge Bonsoir. avec toi et j'ai Oui. toujours été une femme depuis le plus loin où tu as eu accès à mes incarnations. Ce que tu dis ce soir prend plus de sens. Voilà. Merci.
Nicolas qui dit en mode sensible dans nos églises qui sont polarisées, on retrouve du féminin dans le masculin et vice-versa. Ne voyons-nous pas aujourd'hui des femmes très dans le contrôle absolu? Un côté mal. Euh, oui, oui, c'est possible. Je me suis pas trop intéressé à ça. C'est-à-dire, c'est ce qui, ou peut-être j'ai pas eu l'occasion d'avoir en, dans mes séances une femme qui voit qu'elle est trop dans le contrôle et qu'elle voudrait passer dans lâcher. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle voudrait passer, parce que ces femmes, elles se sont battues pour avoir une position, pour être reconnues dans notre société, et puis ils ont vu que pour être reconnues parmi les hommes, eh bien, il faut se battre. Il faut se battre beaucoup même. Euh, et est-ce que c'est la solution? Voilà, en tant que femme, de mettre un trait sur la féminité pour essayer d'être encore plus fort que les hommes, pour les battre sur leur terrain, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Bon, je pense que oui. Oui, pas forcément un trait sur la féminité extérieure, mais intérieure en tout cas certainement. C'est Mm, effectivement tout l'enjeu à mon avis de ce grand bouleversement, cataclysmique mondial qui n'est pas fini. C'est effectivement retrouver cet équilibre des polarités qui passe, comme tu le dis, par ce travail effectivement sur ce travail du couple, hérité transgénérationnellement. Et on remonte au karma et on remonte à l'illusion de la séparation du masculin et du féminin. Et qu'est-ce qu'on met dans le féminin et qu'est-ce qu'on met dans le masculin? Ce fameux symbole du Tao. Une, une autre chose qui me tient à cœur de le dire, c'est un couple, c'est un lieu d'évolution et un lieu d'apprentissage. Et que, évidemment, quand il est trop conflictuel, c'est normal qu'on cherche à y mettre une fin. Quand il est, quand le couple a fait son temps, parce qu'il y a autre chose qui se passe, ben, c'est qu'on y met aussi une fin, et c'est banal la logique. Mais ceci n'empêche que le couple reste un lieu d'apprentissage. Donc, les conflits, ce qui s'y passe, les mises en cause, les discussions, les différences, et les différends, ils sont là pour nous faire évoluer, pour nous apprendre. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison. C'est pas ça. C'est que on crée pas la paix du couple en disant à l'autre simplement mais tu as raison, tu as raison. Ça m'arrive d'utiliser ça pour mettre fin provisoire à une zone de conflit. C'est de ne dire à l'autre ah ben, qu'il a raison, même si je considère intérieurement qu'il a tort. Euh, C'est-à-dire que nous pouvons entre guillemets, fabriquer artificiellement la paix du couple en mettant quelque part en mettant à plat ou c'est-à-dire en diminuant les enjeux, on peut chercher à être pacificateur des différends qu'on a dans un couple. On peut être pas et ça ne va pas résoudre les choses. Ce qui va vraiment résoudre les choses, c'est de comprendre que c'est d'utiliser, c'est l'apprentissage dans des choses. Ce qui m'a appris à moi le couple, c'est que il y a plein de choses que je devais comprendre et que je n'avais pas acquis. Hein. Les horizons d'une femme sont complètement différents souvent que les horizons de l'homme et on se rencontre mutuellement pour apprendre. Bien sûr, je voudrais bien que ma femme apprenne de certaines de choses que je lui montre. Mais ça, c'est hors de mon pouvoir. C'est-à-dire, le seul pouvoir que j'ai, c'est moi de dire, moi, que je suis une situation d'apprenant. L'autre, il apprend ce qu'il veut bien apprendre. C'est comme ça. On ne pourra jamais forcer l'autre à se mettre dans la position d'apprenant. Ah, on ne peut pas. Par contre, on peut en discuter. Vraiment, ça c'est quelque chose qui se discute. D'habitude, ça se passe, c'est l'homme qui campe sur ses positions et les femmes qui voudraient que ça bouge. L'inverse existe aussi, même si je pense que c'est un peu plus rare. Merci. Nicolas qui dit c'est quand on est complet en terre.
Ah, langage des oiseaux. Ah oui. Euh, oui, c'est cette histoire de complémentarité. On l'est certainement. Peut-être c'est bien d'être complémentaire, mais ça veut dire que quand tu es complémentaire, il faut aussi accepter que que les différences vont être énormes. Parce que les horizons, les intérêts seront différents. Et puis, on sera obligé de gérer le fait que l'un s'intéresse à la série telle et telle qui vient de sortir, et puis l'autre s'intéresse il va retourner dans la cave, bricoler sur un modèle réduit, et puis que et puis que la femme se plaint qu'il n'y a pas assez de partage. C'est la femme qui se plaint qu'il n'y a pas assez de partage, c'est classique. Euh, bon, à moins qu'il y ait des hommes qui observent cela dans le couple. Donc, il, maintenant, c'est vrai que peut-être il y a un art euh, à développer, cet art à dire mais quelles sont nos zones où nous nous retrouvons, parce que et de les cultiver, de cultiver ces endroits parce qu'ils sont importants ces endroits, parce que finalement c'est à ça aussi qu'on se tient, ben on s'entend pour ceci, on s'entend pour cela et ça nous fait plaisir et tout. C'est important de cultiver des passions communes. Ah, c'est ce qui cimente un couple, parce que sinon, après, il n'y a plus que des obligations qui tiennent le couple, les enfants qui tiennent le couple, de la loyauté et tout. Et ça, c'est pas bon. Ah, il vaut mieux qu'il y ait des passions, des partages sur des sujets qui amènent le bout du cube, peut-être même des rituels. Euh, L'homme qui doit savoir un petit peu qu'est-ce que la femme aime bien, parce que souvent la femme, elle sait très bien ce que l'homme il aime, comment lui faire plaisir, mais ce que l'homme c'est comment faire plaisir à sa femme. Voilà, tout ça, ça fait partie des problématiques. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment le sujet central de ce soir. Ça, c'est comment prendre soin du couple. Le sujet central de ce soir, c'est de savoir que malgré tout cela, on peut faire les plus gros efforts d'amener du positif dans le couple. Eh bien, il y aura des éléments qui qui risquent de torpiller un couple, de le mettre en danger. Si c'est pas le cas, ben heureux. Mais je pense que rares sont les couples qui vivent pas des tensions énormes et qui doivent les gérer. Et puis, ce serait super d'avoir des outils qui leur permettent d'enlever le plus virulent de tout cela. Parce que ça, c'est vraiment infernal de vivre avec des histoires où les couples ne peuvent plus se toucher, ils se détestent, ils se repoussent, voilà, il y a toutes ces choses-là. Ils comprennent pas ce qui est à l'œuvre pour ce qui les sépare. Voilà. Il les oublie ce qui les réunit, tu as raison. Sam qui dit, question, l'atelier se déroule à distance, bah, comme tous les ateliers sur Académie Nouvelle Vie, ils sont donc, le live aura lieu le lundi 6 juin à 20h. Donc le live matriarcat, patriarcat, réduire les enjeux ancestraux destructeurs à l'œuvre dans le couple. Donc je vous ai mis l'offre et le lien dans le chat. Et vous pouvez aussi y souscrire à tout moment et ils ont lieu de la même façon. Vous recevez un lien avec votre accès qui vous est personnel et vous avez également donc le replay, donc accessible à tout moment. Je vais prendre une autre question, une dernière question de Marie. Comment pourriez-vous expliquer tous ces féminicides et ou violences sur les femmes de notre société actuelle dans les enjeux matriarcat, patriarcat? Très bonne question. La question de la violence, en fait, ça fait, c'est ce qui fait monter la question qui vient derrière. Pourquoi la violence? Pour avoir la violence comme une tentative raccourcie de résoudre les problèmes. Euh, Par exemple, si je veux que l'autre se taise, je peux lui demander, écoute,
s'il te plaît, j'ai besoin de tranquillité. Est-ce que tu pourrais baisser le ton? Est-ce que tu pourrais différer ce que tu es en train de chercher à me dire, etc. Il y a toutes sortes de versions civiles pour demander à l'autre, juste pas maintenant, maintenant j'ai pas envie de te déranger. Et la version violente, c'est taper sur la table et dire silence, quelque chose comme ça. C'est là que la violence s'installe. Là, c'est une violence verbale. Elle peut aussi s'introduire comme un raccourci dans d'autres situations où l'homme, ou la femme aussi, ça existe aussi, cherche à résoudre une situation en prenant le raccourci de la violence. Elle se dit, ou ce qui se passe dans les êtres humains quand ils recourent à la violence, ils se disent, ah ben ça pourrait résoudre le problème. J'utilise la violence et j'obtiens ce que je veux. Simplement, nous savons tous qu'on se trompe, que la violence n'est pas une réponse. Pourtant, certains de nous sont plus habités par la violence de par leur propre passé. C'est-à-dire déjà dans leur propre passé, ils ont recours à la violence et pour eux, l'apprentissage du non-recours à la violence est un travail sur eux-mêmes parce qu'ils doivent réaliser à quel point ils l'ont utilisé et ils doivent apprendre les outils pour ne pas recourir à la violence verbale ou physique. Donc, euh, j'essaye d'expliquer en général ce problème de violence, c'est une super bonne question. Toute personne qui recourt à la violence, c'est que très, très souvent, on l'a aussi écrasé et la personne voudrait reprendre son pouvoir. Simplement, on récupère pas son pouvoir par la violence, on le récupère d'une manière beaucoup plus consciente. C'est-à-dire d'abord de prendre conscience à quel point on a été brimé, on a soi-même été, c'est-à-dire diminué, réduit, et à quel point la vie de violence n'est qu'en fait un raccourci est remplacé par d'autres méthodes qui sont qui respectent aussi l'autre. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, est-ce que j'explique la multiplication? Je ne sais pas s'il y a une multiplication. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'autrefois? Je pense que non. Je pense que c'est quelque chose qui est constant à travers notre société. Il y a toujours eu de la violence. Peut-être simplement qu'aujourd'hui, elle passe moins aperçue. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on voudrait, c'est qu'elle vienne et que la violence ne puisse pas être passée sous silence. Et peut-être aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'on en parle autrefois beaucoup de violence. Passée sous silence, c'était toléré, normal. On ne parlait pas du voisin où on entendait les coups de feu, on ne parlait rien du tout. Non, ça se faisait. Voilà. Aujourd'hui, il est quelque part aussi accepté que l'on en parle, que l'on dénonce les personnes qui qui recourent à la violence, et puis qu'il y a des lieux pour, entre guillemets, soigner les personnes violentes. Ça aussi, peut-être, c'est nouveau. Donc, il y a toute une prise en charge aussi qui change. Voilà ce que je peux Et pour répondre à cette. accueillir les personnes subissant ces violences, ce qui n'était pas le cas Mmh, forcément aussi ça non aussi. plus, voire même ils protégeaient, on Ouais, protégeait le bourreau entre oui, guillemets. tout à fait. Mmh. Merci. Il n'y a plus de questions, donc je vous invite donc à cliquer sur le lien, à regarder le contenu de l'offre dont nous avons parlé afin de rejoindre cet atelier qui aura lieu le 6 juin, l'atelier de Thomas, 6 juin à 20h, pour justement se libérer de ces schémas. Merci beaucoup Thomas pour ce partage, pour cette transmission de ce soir. Nous nous retrouvons donc bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée à tous, une douce nuit et pour celles et ceux qui regarderont en replay, une bonne journée. À très bientôt. Merci Thomas, merci à tous. Merci à tous. Bonsoir tout le monde et merci à toi, Anne-Laure.